bah voilà, puisqu'on m'a présenté, j'ai plus grand chose à dire. Est-ce que tout le monde m'entend déjà? Ça va? Ok, bah parfait. Très bien. D'abord, merci aux organisateurs de me permettre de parler de mes travaux de thèse aujourd'hui. Donc je suis en thèse effectivement à l'école polytechnique avec Igor Korczemski et je travaille en gros sur des arbres aléatoires. Mais ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui à première vue n'a pas forcément grand chose à voir. Je vais essayer de montrer un lien entre un modèle de permutation aléatoire, donc quelque chose de discret, de combinatoire, donc typiquement ça marche, les factorisations minimales, et puis un objet continu, donc ici une excursion brownienne. Dans un premier temps, je vais définir mon modèle de factorisation minimale, et puis après, on verra justement comment on peut relier ça à, dans le continu, l'excursion brownienne. Et allez, on commence tout de suite avec quelques définitions. Je vais me fixer un entier n, et ce que j'appelle Sn, bon, ça va être l'ensemble des permutations de l'ensemble 1n, et ce que je vais appeler T indice n, ça va être l'ensemble des transpositions de 1n. Donc je prends simplement les permutations qui échangent deux éléments. Ce que je vais appeler le n cycle, c'est la permutation, donc 1, 2 jusqu'à n, donc qui envoie 1 sur 2, 2 sur 3, etc., n-1 sur n, et n sur 1. Et ce que je vais appeler finalement une factorisation minimale de ce n cycle, ça va être un n-1 uplet de transposition, tel que son produit soit égal à moins n cycle Cn. Donc voilà, ce que j'appelle m indice n, c'est l'ensemble des factorisations minimales, donc l'ensemble des n uplets taux 1 jusqu'à taux n-1 de transposition, tel que le produit soit égal au cycle 1, 2 jusqu'à n. Donc juste une convention, voilà, c'est pour rester dans le sens de lecture français, les transpositions, je vais les lire de la gauche vers la droite. Donc ici, par exemple, ce que j'appelle taux 1 jusqu'à taux n-1, c'est d'abord j'applique taux 1, puis j'applique taux 2, etc., jusqu'à taux n-1. Donc voilà, c'est juste une convention pour pas trop me perdre. Donc un petit exemple, si je prends cet ensemble de transpositions, donc 3, 4, 8, 9, 3, 5, 1, 3, 1, 6, 1, 8, 2, 3, 7, 8, ça, c'est une factorisation minimale du 9 cycles. Donc on peut voir ça, par exemple, si je prends 5, 5, on peut voir que, bon, il n'est pas affecté par ça, il n'est pas affecté par ça, il est envoyé sur 3, qui est envoyé sur 1, qui est envoyé sur 6, et après, bon, 6 n'est plus affecté, donc 5 est bien envoyé sur 6. Et on peut voir qu'en fait, voilà, chaque élément va être envoyé sur le suivant ici. Donc ouf, c'est bien une factorisation minimale du 9 cycles. Donc voilà, peut-être un petit historique et quelques propriétés de base sur ce modèle. D'abord, pourquoi on les appelle minimales? C'est parce qu'on peut se rendre compte que si on veut engendrer notre n cycle, on a besoin de au moins n-1 transposition. Donc avec moins de n-1 transposition, on ne pourra jamais obtenir notre permutation 1, 2 jusqu'à n. Donc cette histoire de factorisation minimale, c'est quelque chose qui remonte en gros aux années 50, mais au départ, c'est uniquement regardé d'un point de vue combinatoire. Donc simplement, voilà, on a défini notre modèle de factorisation. La question naturelle qu'on se pose, c'est combien il y en a. Et ça vient donc de Dennes, donc dans les années 50, qui prouve que le nombre de factorisations minimales du n cycle, ça va être n puissance n-2. Et il faut attendre quand même donc, une trentaine d'années pour qu'on ait des preuves bijectives de ce résultat, donc en faisant une bijection entre l'ensemble des factorisations minimales et puis un certain ensemble d'arbres, donc ça qu'on sait compter depuis un certain temps. Et très récemment, donc il y a quelques années, on a une approche qui est un petit peu différente, qui a été développée donc, par Valentin Ferret et puis Igor Korczemski, qui est donc non plus de voir ça d'un point de vue combinatoire, mais d'un point de vue probabiliste. C'est-à-dire si on se donne une factorisation minimale, typique, à quoi est-ce qu'elle ressemble en fait? Est-ce qu'on a des patterns qu'on peut identifier dans ce modèle? Donc, ok, cette question, elle est très vague. Il y a deux choses qu'on peut essayer d'éclaircir. La première, c'est qu'est-ce que ça veut dire typique? Là, dans mon cas, je vais simplement me fixer n et prendre une factorisation minimale uniforme parmi les n puissance n-2 qui existent. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble? Et en fait, toute l'idée, ça va être d'essayer de représenter d'une manière géométrique, donc voilà, ce que c'est qu'une factorisation minimale. Donc ce qui m'amène à mon deuxième point, comment est-ce qu'on représente une factorisation minimale? Et l'idée qui intervient, c'est de rester dans le disque unité et de coder une factorisation minimale par simplement un ensemble de cordes de mon disque unité. L'intérêt notamment de rester dans le disque unité, c'est que c'est compact. On a un ensemble de cordes, donc si on prend essentiellement l'adhérence de mon ensemble de cordes, tout ça, ça va rester des compacts, et c'est plutôt facile d'étudier ces compacts, d'avoir des convergences sur les compacts, etc.
Donc c'est vraiment pratique, dans un sens. Et alors, comment je vais coder ma factorisation minimale? Chaque transposition, je vais la coder par une corde. Donc, par exemple, voilà, si j'ai une transposition qui échange les entiers A et B, je vais la coder par une corde entre donc, les points e puissance moins 2 pi A sur n et e puissance moins 2 pi B sur n. Donc ça peut être un petit peu barbare comme ça, mais en fait, on va voir un exemple. Ça, donc c'est une factorisation minimale, comme on a vu, du 9 cycles. Donc je place les points de 1 jusqu'à 9 autour de mon cercle, et puis je lis les transpositions dans l'ordre. Donc hop, 3, 4, je vais faire une corde entre 3 et 4, 8, 9, une corde entre 8 et 9, etc. Et donc je remplis comme ça mon disque avec des cordes. Voilà. Donc si j'ai une factorisation minimale, ce que j'appelle L de F, ça va être simplement donc l'ensemble de ces cordes. Donc on peut faire plusieurs remarques sur notre ensemble de cordes ici. La première, c'est qu'on n'a pas d'intersection entre les différentes cordes. Donc éventuellement, on en a qui ont une extrémité en commun, mais elles ne se coupent jamais à l'intérieur du disque. Donc ce que je vais appeler une lamination, c'est simplement un ensemble de cordes qui a cette propriété qu'elles ne se coupent jamais à l'intérieur de mon disque. Et en fait, on a encore mieux, on se rend compte que notre ensemble de cordes, il forme un arbre. C'est-à-dire que voilà, on a relié tous nos sommets et de manière à ne pas former de cycle. Donc là, on commence à voir déjà un lien entre donc mes factorisations minimales et puis mes arbres. Donc ça, c'est un moyen assez naturel finalement de coder mes factorisations qui me donne un arbre. Ce que je vais appeler maintenant f indice n, ça va être simplement une factorisation minimale uniforme de moins n cycles. Et finalement, d'après ce qu'on a vu, étudier une factorisation minimale uniforme, donc étudier plutôt la représentation géométrique par des cordes de ma factorisation minimale uniforme, ça revient en fait à étudier un arbre aléatoire. Donc voilà, ouf, le lien est fait avec mon sujet de thèse, tout va bien. Et on a un premier théorème qui date d'il y a 2 ans, qui nous dit qu'il existe en fait une lamination, donc un ensemble de cordes qui ne se coupent pas, aléatoire, limite, tel que, donc si je prends une factorisation minimale uniforme de moins n cycles, que je prends l'ensemble des cordes associées, si je fais tendre n vers l'infini, on a à la limite cette lamination aléatoire. Donc à quoi elle ressemble? Elle ressemble à quelque chose comme ça. Et en fait, elle a un joli nom, ça s'appelle la triangulation brownienne. Pourquoi triangulation? Parce qu'on peut voir que en fait, c'est simplement composé de triangles. Et pourquoi brownienne? Parce qu'en fait, il existe un moyen de coder directement cette lamination à partir d'une excursion brownienne, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Bon, alors tout ça, c'est bien, mais le souci, c'est que finalement, en prenant juste mon ensemble de cordes, je perds un peu de structure sur ma factorisation minimale. Parce que dans ma factorisation minimale, j'ai aussi un ordre dans ces permutations, enfin dans ces transpositions. Donc j'ai des transpositions qui arrivent les unes après les autres, et ça, je le perds complètement si je regarde juste l'ensemble de cordes. Donc l'idée, c'est maintenant de garder en mémoire l'ordre de ces transpositions. Donc je vais prendre une factorisation, donc taux 1 jusqu'à taux n-1, tel que le produit, sa face moins n cycles. Et ce que je vais appeler L indice K de F, c'est en fait, au lieu de dessiner toutes mes cordes, je vais dessiner seulement les cordes qui correspondent aux K premières transpositions qui apparaissent, donc taux 1 jusqu'à taux K. Bon, après, si K est plus grand que N, je les dessine toutes. Et l'idée maintenant, ça va être de coder ma factorisation minimale par un processus de lamination. Donc un petit exemple, là j'ai pris donc une factorisation du 1000 cycles. Ça, c'est si je regarde simplement les 10 premières cordes. Donc essentiellement, il n'y a pas grand-chose qui apparaît, on voit juste des toutes petites cordes, mais essentiellement, on se retrouve avec le cercle. Et puis petit à petit, donc ça c'est les 20 premières, les 50 premières, on a des cordes qui apparaissent en plein milieu de mon disque. Et on a un théorème qui sera, j'espère, bientôt publié, c'est qu'on a en fait carrément un processus limite à valeur dans mon espace de lamination, tel que, si je regarde donc cette fois mes représentations géométriques de mes factorisations minimales, ça va converger vers ce processus limite, donc qui est complètement continu cette fois. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que la bonne échelle à laquelle regarder mon ensemble de cordes, c'est racine de n. C'est-à-dire que pour voir un objet sympathique, il va falloir regarder en gros de l'ordre de racine de n transposition. Donc là, si on a c égale 0, on ne regarde aucune transposition, on se retrouve simplement avec le cercle. Et si on regarde c très très grand, là en fait on capture toutes les cordes et finalement on se retrouve à la fin avec la lamination, la triangulation brownienne.
Donc ça, c'est une généralisation d'un théorème de Valentin Ferret et Igor Korchenski qui nous montre en fait cette convergence à assez fixée. Et en fait, on a maintenant une vision en termes de processus de cette chose-là. Donc voilà, c'est un nouveau processus qui interpole, donc, comme j'ai dit, entre le cercle unité pour C égale 0 et puis ma triangulation brownienne quand C vaut l'infini. Alors voilà, là, c'est le moment de vérité. La dernière fois que j'avais essayé de le lancer, ça avait fait planter mon ordi. Alors, c'est une représentation en fait, de ce processus. Alors, il faut que je revienne au début. Yes, ça marche. Voilà, donc on a des cordes en fait, qui apparaissent petit à petit. Au début, on a le cercle, et puis voilà, quand C augmente, on a plein de cordes qui apparaissent. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée. C'est comme ça que ça marche. Donc, qu'est-ce que ça nous dit en fait, cette convergence? L'intérêt, c'est que si on arrive à obtenir des informations sur le processus limite qu'on a obtenu, en fait, ça nous donnera des informations sur nos factorisations minimales typiques pour n très grand. Essentiellement, le genre d'informations qu'on arrive à avoir, c'est, puisque notre théorème nous dit qu'il faut renormaliser en racine de n, on va obtenir des transpositions, des grandes transpositions, à partir de, en gros, racine de n. Qu'est-ce que j'appelle donc des grandes transpositions? C'est des transpositions qui intervertissent des points qui sont très loin, finalement, qui sont séparés par une distance à peu près n. Et ce que ça nous dit aussi, si on revoit notre processus, celui-là, c'est que finalement, si on se place à l'ordre racine de n, on aura simplement un nombre fini de très grandes transpositions, donc dans ce sens-là. Donc maintenant, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu différent. C'est un lien entre donc, le processus que j'ai défini là et puis une excursion brownienne. Donc simplement donc, pour bien redéfinir les choses, ce que j'appelle donc mon excursion brownienne standard, c'est simplement je prends un mouvement brownien et je le conditionne entre guillemets à valoir 0 autant 1 et à rester positif entre 0 et 1. Donc essentiellement, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et donc ce que je vous avais raconté un petit peu au début, c'est que ma triangulation brownienne, elle peut être obtenue en fait à partir de cette excursion brownienne. Donc comment on fait ça? On fixe une réalisation de l'excursion brownienne et on se donne un point sous l'excursion. Et à un point sous l'excursion, on va associer donc une corde dans le disque unité. Donc voilà, là je me donne mon excursion brownienne, je me fixe un point qui est en dessous, et ce que je vais regarder, c'est je vais aller voir à gauche, en partant de ce point, et je vais voir où je vais buter sur l'excursion. Et ce point-là, son abscisse, je vais la noter G de U. Et pareil, je vais regarder à droite, je regarde où je bute, et son abscisse, je la note D de U. Et donc à ce point, j'associe la corde entre donc, les points E puissance moins 2 pi G de U et E puissance moins 2 pi D de U. Donc voilà, c'est un petit peu la même idée que, que pour mes factorisations minimales, je relie donc deux points. Et à chaque point sous l'excursion, j'associe comme ça une corde. Et maintenant, on a un théorème qui nous dit que si je trace toutes ces cordes pour en fait tous les points possibles sous l'excursion, je retrouve finalement ma triangulation brownienne. Donc voilà, là j'ai tracé, bon je ne les ai pas tous tracés, bon, j'en ai tracé un certain nombre, et à la fin, voilà, si je les trace tous, je retrouve finalement ma triangulation brownienne. Donc ça c'est sympa, parce que finalement notre objet qui apparaissait comme une limite d'objets discrets, on peut l'avoir directement dans le continu à partir de cette excursion brownienne. Et en fait, on a encore mieux, c'est que mon processus de lamination, donc qui partait du cercle et qui se terminait avec la triangulation brownienne, on peut aussi l'avoir à partir de mon excursion. Donc cette fois, comment je fais? Je regarde un processus de Poisson d'une certaine intensité. Donc l'intensité, c'est, je me fixe un C qui va correspondre donc à mes C racines de n transpositions que je regardais avant, et je regarde un processus de Poisson d'intensité 2C sur essentiellement donc D de U moins G de U, qui sont, je rappelle, donc les abscisses des points le plus à gauche et le plus à droite sur lesquels on va buter en partant d'un point. Qu'est-ce que ça nous dit qu'on a cette densité-là? En fait, finalement, plus le D de U moins G de U est petit, c'est-à-dire plus le point va être en fait dans un pic, plus on va avoir de chances de voir un point. Donc en fait, la plupart des points dans ce processus-là, ils vont être concentrés dans les petits pics comme ça, donc très fins. Mais on va quand même avoir, des points comme ça, j'ai envie de dire, au milieu de mon excursion brownienne.
Et en fait, je vais carrément coupler tous ces processus de sorte que, en fait, à chaque fois, on rajoute des points, c'est-à-dire que si je prends un C' qui est plus grand que C, mon NC il va être inclus dans mon NC'. Donc je fais que rajouter des points quand C augmente. Et ce que je vais appeler L indice C, c'est la lamination associée à mon processus de Poisson, c'est-à-dire pour chaque point de mon processus de Poisson, je trace la corde associée et je regarde l'ensemble de ces cordes. L'intérêt, c'est que finalement, comme j'ai dit, il y a plein de cordes qui vont correspondre à des points qui sont dans des pics très très fins. Mais si j'ai un point qui est dans un pic très très fin, finalement, le D2U-G2U il va être tout petit. Et du coup, la corde qui est associée va être toute petite aussi. Donc finalement, c'est des cordes qui ne vont pas forcément se voir à l'infini. Donc voilà. Et donc finalement, ce qu'on arrive à montrer, c'est que le processus là qui correspond à mon processus de Poisson, finalement, c'est le même que celui qu'on avait obtenu comme limite de mon processus obtenu à partir de mes factorisations minimales. Donc l'intérêt, c'est maintenant on arrive à montrer qu'il y a une limite et en plus on la caractérise à partir de l'excursion brownienne. Pour terminer rapidement, on a une représentation géométrique d'une factorisation minimale. Grâce à ça, on a une convergence géométrique en un sens de mes factorisations. Et on a même du coup une relation avec l'excursion brownienne. Donc pour terminer, on a plein de choses en plus en fait qu'on peut dire. On a des relations avec un processus de coalescence sur l'arbre brownien d'Aldous. On a également une relation avec des processus de Lévy sympathiques. Donc par exemple, dans ce cas-là, le processus inverse gaussien qui va apparaître. Et en fait, ça peut aussi se généraliser à d'autres formes de factorisation, c'est-à-dire on se donne toujours notre n cycle, mais on essaye de le factoriser de manière un peu différente. Donc notamment, il n'y aura pas forcément que des transpositions. On peut essayer de le factoriser en 3 cycles, en 4 cycles, etc. On a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci Paul. Est-ce qu'il y a des questions ? J'avais une question, en fait, tu viens d'en parler juste en parlant d'avant, c'est le dernier point. Ouais. Tu peux te développer un petit peu oui, c'est-à-dire du coup comment. Okay. D'accord. En fait, donc au départ, on a ce modèle de factorisation en transposition. Et en fait, les gens se sont intéressés aussi à d'autres modèles. L'idée, c'est par exemple, si je me fixe une. Je peux utiliser le tableau éventuellement. S'il y a des craies, ouais, parfait. Si je me fixe par exemple une suite, donc on va dire A1 jusqu'à AK d'entiers, on va dire supérieur ou égal à 1, et je veux que la somme de mes entiers, ça fasse n-1, je vais pouvoir définir en fait une factorisation minimale de type A1 jusqu'à AK. Ça va être essentiellement donc factoriser mon n cycle en un produit de cycles de longueur en fait A1 plus 1 jusqu'à AK plus 1. En fait, on a une généralisation naturelle qui est, au lieu de factoriser en transposition, on peut essayer de factoriser en d'autres choses. Donc par exemple, si mon A1 jusqu'à AK c'est simplement 1, etc. 1, en fait ça va correspondre à notre modèle de factorisation en transposition, donc 2 cycles, 2 cycles, 2 cycles, etc. Donc, mais après, voilà, éventuellement, on peut essayer de regarder ce qui se passe. Bon, peut-être que ma notation est un peu malheureuse, mais voilà, si je regarde des 2, ça correspond à des 3 cycles. Qu'est-ce qui se passe si je factorise mon n cycle en produit de 3 cycles, en produit de 4 cycles, etc. Et en fait, on peut même essayer de faire un peu mieux, c'est-à-dire on se donne une loi carrément sur les entiers, et puis on regarde en fait, on tire si on veut un type proportionnellement à cette loi, et puis on regarde la factorisation qui en découle et comment la coder. Et en fait, pour certains types de lois, on va avoir aussi des limites qui apparaissent. L'idée, c'est qu'elles sont. Pardon. Du coup, dans certains régimes, tu arrives à sortir du cas brownien. C'est ça. En fait, l'idée, c'est que derrière le cas brownien, derrière l'histoire de transposition là, on a en fait un Galton-Watson caché, qui est essentiellement un Galton-Watson poisson. Et du coup, on est dans le cas critique variance finie, tout se passe bien. Et l'idée, c'est que pour d'autres modèles ici, donc pour d'autres lois sur ces entiers-là,
On a des Galton-Watson stables et du coup, on a des choses à dire. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Moi, j'en avais une. Je pense que tu l'as mentionné vite fait. Ta dynamique, est-ce qu'elle correspond à une dynamique sur les arbres, en discret? Laquelle, du coup, celle Donc, tu as lancé des bijections avec des arbres. Ouais. Et donc, la dynamique de transposition, est-ce que ça correspond à une dynamique sympa sur les arbres? Voilà, Alors ouais, voilà, ça c'est le truc que j'ai passé sous silence. En fait, l'arbre intéressant qu'on va regarder, c'est pas exactement donc l'arbre qui est fait par ces cordes. C'est en gros une sorte d'arbre dual. Donc l'idée c'est de donc je mets un point par face. Je relie les faces si elles sont séparées par une corde. Je l'enracine en du coup la face qui est entre 1 et n. Et l'idée c'est qu'après je me retrouve avec un arbre. En plus avec du coup des étiquettes sur les sommets. Qui, essentiellement chaque sommet va correspondre à une transposition. Et du coup, finalement, avoir un ordre sur les transpositions, ça correspond à marquer les sommets dans un certain ordre. Et du coup, c'est là essentiellement la bijection entre mes factorisations et mes arbres. Et l'idée, c'est que finalement, en fait, à la limite, donc si j'oublie les étiquettes, ça ressemble à un Galton-Watson poisson. Du coup, si je passe à la limite, ça va ressembler en gros à un arbre brownien. Et l'idée de marquer les sommets dans un certain ordre, ça correspond en fait à lancer une pluie poissonnienne sur mon arbre brownien directement. C'est un petit peu l'idée. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Ok, alors on remercie Paul encore une fois.